bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où ce soir, nous avons la joie de recevoir Olivia El-Kaïm qui a sorti un roman pour cette rentrée littéraire chez Stock qui s'appelle Le Tailleur de Relisane. Et ce soir, nous avons aussi une librairie partenaire qui est la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas si tu la connais, Olivia, cette librairie, mais je te suggère d'aller la voir parce qu'il y a une super libraire qui s'appelle Laetitia Roulier. Voilà. Donc, bienvenue à toi dans cette... C'est la première fois qu'on te reçoit. Comment vas-tu, Olivia, dans cette rentrée littéraire? Je suis Tu assez. m'entends ou pas? Oui, oui, je t'entends, tout va bien. Je suis très sereine, très heureuse de pouvoir faire cette rentrée parce que, en fait, c'était quand même très en suspens avec l'épidémie et rien n'était gagné de ce point de vue-là. Donc, je suis contente d'être là, qu'on soit tous là, qu'on se retrouve autour des livres, que les gens aillent en librairie, ça me fait plaisir, et que mon tailleur vive ainsi sa vie en librairie. Magnifique livre. Alors moi, je te suis depuis un moment. Donc moi, j'ai trouvé ton roman particulièrement intéressant. Et je voudrais que tu nous le résumes en 1 minute. Est-ce que c'est possible, ça, pour Non, toi, mais de le ça, c'est résumer? atroce. Sans trop dévoiler au prochain lecteur ton livre. On va pas trop dévoiler, mais juste donner la ligne directive. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on est à Relisane, une petite ville en Algérie, pas loin d'Oran, sur la route qui relie Oran à Alger. On est une nuit de 1958 et des hommes déboulent, des hommes cagoulés, armés, déboulent chez Marcel, qui est tailleur, lui enfile un sac sur la tête, lui attache les mains dans le dos et le jette dans un camion et l'emmène dans la pampa, dans une forêt d'oliviers. Et là, il pense qu'il va être égorgé, assassiné. Et en fait, il est laissé en vie. Il revient à Relisane 3 jours plus tard avec un lourd secret qu'il ne dévoilera jamais. Alors, ce tailleur de Relisane, Marcel, qui a été enlevé, qui a passé donc 3 jours dans la forêt avec ces hommes, c'était mon grand-père. Et donc, je dévoile, alors là, on est bien au-delà d'une minute, hein, Nathalie, mais bon, Oui, 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 je non, mais vas-y. raconte, je raconte l'histoire de mon grand-père Marcel, dont la scène d'ouverture est voilà, cette scène où il est enlevé une nuit de 1958. Donc moi, je trouve que c'est un roman très fort, très intimiste. Alors, sur les racines, les origines, il n'y a pas que ça, parce que tu as pris le prisme historique pour raconter, d'ailleurs, puisque ça commence comme ça, on est en 1958 de mémoire. Euh, Moi, j'ai une première question. Comment on a envie d'écrire sur un sujet aussi profond, puisqu'on va découvrir que pour toi, c'est très important ce sujet. Quel était l'élément déclencheur? Est-ce que ça fait un petit moment que tu as envie de l'écrire? Il t'a fallu du temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te jettes à l'eau comme ça? Alors, déjà, je pense qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un thème. Non, Un sujet et un thème ne font pas un livre. Il y a plusieurs éléments un peu disparates qui me donnent à un moment donné envie d'écrire. Et il se trouve que ça fait des années, peut-être depuis que je suis enfant, que j'ai envie de raconter l'histoire de mon grand-père. Mais les choses ne se font pas naturellement. Il faut effectivement, comme tu le dis très justement, un élément déclencheur. Alors moi, il y a plusieurs éléments déclencheurs, on va dire. Il y a, je pense, d'abord et avant tout, mon divorce. C'est-à-dire que j'ai divorcé il y a 3 ans, après 10 ans de mariage. Et ce divorce m'a plongée dans l'effroi, dans une forme de stupéfaction et dans un exil intérieur très profond. C'est-à-dire je suis retrouvée exilée à moi-même, je ne me reconnaissais plus. Et je pense que cet exil a ravivé en moi la mémoire de l'exil de mes grands-parents. Mes grands-parents qui donc sont partis d'Algérie en 1962 et que j'entendais donc parler avec nostalgie du pays de leurs racines. Et donc, je pense que le premier élément déclencheur, c'est ça. Il y a un autre élément déclencheur, comme on a un tout petit peu de temps, je peux t'en parler. Il y a un autre élément déclencheur qui est une dispute entre mon fils aîné et son grand-père.
en février 2018, il y a une grosse dispute entre Ruben, mon fils aîné qui a alors 8 ans, et mon père, que je prénomme Pierre dans le roman. Ils se disputent très fort et mon fils aîné me dit « je ne veux plus voir papy, j'aime plus papy », etc. Et je lui dis, j'ai cette phrase étonnante, je le prends dans mes bras et je lui dis « mais tu sais, il faut être très gentil avec papy, parce que papy, il a connu la guerre, et il a eu une enfance très difficile. Et à l'âge que tu as aujourd'hui, lui, il vivait la guerre. Et je ne sais pas pourquoi ce truc-là est sorti. Et à ce moment-là, je me suis dit, cette histoire, il faut que je la raconte à mon fils. En fait, il faut que je pose des questions à mon père pour pouvoir transmettre cette histoire-là à mes enfants. Puisque mes enfants ne savaient absolument pas que leur grand-père, par exemple, était né en Algérie et que leur grand-père avait grandi en Algérie. Voilà. Il y a quelque Donc chose ça, de très fort. Parce que tu écris quand même que tu étais devenue étrangère à toi-même, à toute chose et à toi-même. C'est très fort, ça, quand même, de dire. Et pareil, je crois que c'est dans les pages 40, là, il y a des trucs terribles, où tu dis, j'ai effacé l'Algérie comme si cette histoire n'avait rien à voir avec moi. J'ai fait toute taire la voix tamisée de mon grand-père. C'est fort, ça. Pourquoi? Mais je pense que, alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Pourquoi je fais taire la voix de mes aïeux pendant les 10 années que dure mon mariage? Simplement parce que je pense que j'ai posé à un moment donné, pardon, ça sonne chez moi, j'ai posé un paravent entre moi et l'Algérie, entre moi et cette histoire qui était restituée de manière très nostalgique, très folklorique. Je pense que à un moment donné, j'en avais marre du couscous boulette, j'en avais marre d'Enrico Macias, des films d'Alexandre Arcadi, de la nostalgie, de ma grand-mère qui disait on est parti une main devant, une main derrière, des sketchs d'Elie Kakou, tout ça. Pour moi, c'était trop et ça ne me disait pas la vérité. Ça masquait, je pense, la vérité de la tragédie, de leur histoire. Et donc, à un moment donné, je pense que je ne voulais plus en entendre parler. Je voulais être une Parisienne parfaite. Je ne voulais pas qu'on m'associe au monde pied noir. Le mot pied noir me gênait. J'avais l'impression d'être sale, que mon père était sale. Ça me salissait. Puis finalement, cette histoire-là, elle est revenue avec la force du refoulé. Quand il y a quelque chose qui est refoulé, eh bien, à un moment donné, ça revient et ça vous casse la figure. Ben, c'est ce qui m'est arrivé à la fin de mon mariage et avec ce divorce. Je pense que c'est revenu avec la force du refoulé. Et ce qui est étonnant, c'est que la force du refoulé intime correspond à la violence du refoulé collectif historique sur l'Algérie. Et ça, bah, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et je pense que mon roman n'est pas qu'un roman intimiste. Il raconte aussi le refoulé de la France avec l'Algérie. Et donc, alors au début de ce que tu me disais autre chose. Il n'y avait pas que pourquoi j'avais dû taire la voix de ta... J'étais devenue étrangère à moi-même. Alors, ça, c'est l'autre raison. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle je me lance dans cette histoire. Je me retrouve en février 2018, toujours au même moment de la dispute de mon fils aîné avec mon père. Je me retrouve dans un dîner, typiquement le dîner en ville. J'aime pas ça du tout, mais là, j'étais prise dans ce truc-là. Je me retrouve à côté de quelqu'un de très intelligent. J'étais très, très mal dans ce dîner. Je me trouvais, disons, flottante dans mes habits, très maigre, n'ayant pas faim, pas d'appétit. Et j'avais l'impression de me noyer, c'est-à-dire de ne pas avoir les mots, de ne pas avoir voilà, de ne pas pouvoir être avec les autres normalement. Je n'étais pas bien. Et la personne à côté de moi était très intelligente et avait tout de suite capté, je pense, mon malaise et essayé de me tenir la tête hors de l'eau en me parlant. Et cette personne me parlait de lui, de son père, de la Pologne. C'était un juif avec une histoire comme ça, avec un shtetl en Pologne. Et donc, il me raconte l'histoire de son père, son histoire, tout ça. Et puis, il me dit, à la fin, il me dit « Et toi, tu viens d'où ?» Et je lui dis « D'Algérie, mais c'est vraiment pas intéressant. » Bon, alors ça, c'est typique. Quand on va chez le psy et qu'on dit « c'est pas intéressant », c'est qu'il faut aller regarder. Voilà. Et donc, il m'a dit, ce monsieur m'a dit, tu dis ça, mais il faut que tu creuses, il faut que tu me racontes. Et j'ai commencé à parler de mon grand-père qui était ailleurs, dans une petite ville d'Algérie qui s'appelle Rolizane. Et puis, tout ce que je ne savais pas, tout ce que j'avais pas envie, tout ce dont j'avais pas envie de parler, quoi. Au fond, j'en ai parlé. Et là, 2 jours après, j'étais avec mon éditeur et je disais, écoute,
écoute, je crois qu'il va falloir que je fasse un bouquin là-dessus. Voilà. Tu vois, tu as 3 éléments déclencheurs, grosso modo. Mais après, bon, tout est mystérieux. Pourquoi tu te mets à écrire? Il y a un gros élément déclencheur. Après, je commence à questionner mon père, je ramasse de l'info. Il y a un gros élément déclencheur qui est quand même le refus de visa. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, bon, bah, pour écrire ce livre, il va falloir que j'aille en Algérie sur la tombe de mes aïeux et puis aller voir s'il reste des traces de mes grands-parents là-bas. Et puis, je demande un visa donc au consulat d'Algérie en France. Et le 14 mai 2019, j'ai reçu un coup de fil du consulat d'une dame très gentille qui m'a dit écoutez, on vous appelle parce que venez récupérer votre passeport, vous n'avez pas obtenu votre visa. J'avais pris mon billet d'avion, tout était calé. L'homme qui devait m'accompagner, qui est mon amoureux, lui avait obtenu son visa. Donc il y avait une espèce de folie dans tout ça. Eh bien, ça a été d'une violence. J'ai eu l'impression qu'on me claquait une porte au visage. Et je me dis, mais c'est injuste, mon père est né là-bas, mon grand-père est né là-bas. Depuis 500 ans, tous mes aïeux sont nés là-bas et moi, on me refuse. Et ça m'a mise dans la position de tous ceux à qui la France claque la porte au visage aussi. Et j'étais vraiment pas bien à ce moment-là et je me suis dit, si on m'empêche d'y aller, je vais y aller d'une autre manière. Et j'y suis allée par l'écriture. Alors moi, le portrait de ton grand-père est magnifique. Il y a quelque chose qui est très intéressant parce que tu as mené un travail d'enquêtrice quelque part. Et le fait que tu t'inclus dans le récit apporte beaucoup, moi, je trouve, à la construction. Et on découvre avec toi, petit à petit, comme toi, quand tu mènes ton enquête, parce que cette histoire de visa, tu le racontes dans ton livre. Et il y a aussi le fait qu'on voit la guerre de l'intérieur. Et ça, je trouve que tu l'as bien fait parce que tu ne portes pas de jugement. Tu restes assez... Alors, c'est très, 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 très important pour moi, et c'est gentil de le relever, c'est que je ne suis pas jugeante. C'est-à-dire, je voulais absolument ne juger personne et juste raconter factuellement, ça ne veut rien dire, mais raconter le plus doucement possible. Il y a beaucoup de bienveillance, d'ailleurs. Voilà, alors c'est un livre, ça c'est sûr que c'est un livre sans colère. C'est un livre sans colère, c'est un livre sans haine. C'est un livre qui raconte, je pense, c'est un livre qui doit une fidélité à Marcel, mon grand-père. Et mon grand-père était un homme très doux, qui ne se mettait jamais en colère, qui n'avait de haine contre personne et qui, de ce qu'on m'a restitué, était ami avec tout le monde en Algérie, que ce soit avec les Européens, les colons français, avec la communauté juive, évidemment. Il avait d'ailleurs un statut particulier dans la communauté puisqu'il creusait les tombes pour les juifs qui décédaient. Et il était psychopompe. Alors, psychopompe, c'est lui qui amène les âmes vers le ciel. Et puis, il était très copain avec les Arabes, la communauté arabe musulmane. Sa mère vivait rue des Marchés, dans ce qu'on appelait le quartier nègre. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et il était copain, il avait grandi avec les petits Arabes, les petits Juifs, et donc il était ami avec tout le monde. Et c'est pour ça, le déchirement, la déchirure est d'autant plus forte qu'il y avait eu cette amitié très forte avec toutes les communautés. Alors, j'ai 4 mots à te proposer pour savoir comment tu qualifierais ton roman. Est-ce que c'est une réparation, une réhabilitation, une réconciliation ou une renaissance? Parce qu'il y a un peu de tout ça, en fait. Alors, il y a vraiment de tout ça, mais si je dois choisir un mot, je dirais réconciliation. Et d'ailleurs, le livre, je l'ai travaillé sous un autre titre que Le tailleur de Relisane. C'est un livre qui devait au départ s'intituler « Se réconcilier ». Donc, il y a vraiment le moteur de la réconciliation qui mène. Donc, la réconciliation, c'est ce qu'il y a de plus positif, je pense, dans la vie, c'est être capable d'aller vers celui avec qui on s'est engueulé et de lui dire « Écoute, je suis désolée, pardonne-moi, ça ne sert à rien de revenir là-dessus, on peut se reparler, on peut s'aimer à nouveau. » Est-ce que tu as rencontré des contraintes pour raconter cette histoire? Est-ce qu'il y a, que ce soit par ta famille ou par ton père, comment il a perçu le livre, ton père, justement? Quand il l'a lu, j'imagine que ça a dû être un grand moment quand tu lui as donné à lire. Comment ça s'est passé, ça? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, je l'ai beaucoup interrogé et il s'est plié assez volontiers à mes interrogations. Le truc qui me gonflait,
c'est que c'est quelqu'un de très sentimental, mon père. C'est un oriental, comme dit Enrico Macias, si je peux me permettre de citer Enrico. On l'appelle l'oriental car il est sentimental. Donc, il est très Moi, je l'ai croisé sentimental. une fois, il est charmant en tout cas. Moi, je l'ai croisé une fois au Salon du Livre, il est charmant. Il est charmant, mais c'est mon père. Et donc, quand mon père me raconte ses histoires et ressasse en permanence les mêmes trucs et qui se met à pleurer, c'est insupportable pour moi. C'est-à-dire que je baisse la tête et je me dis comment je vais faire pour restituer ça. Donc, c'est éventuellement le seul obstacle que j'ai rencontré, c'est le trop-plein d'émotions. Il fallait, pour que le roman existe comme roman, parce que c'est un roman, mettre à distance l'émotion, le pathos, la nostalgie débordante et dégoulinante. Je ne voulais pas de ça. Je voulais un truc sobre, comme était mon grand-père. Donc ça, c'est peut-être le seul obstacle. Après, quand je me suis mise à écrire, donc à partir du 15 mai, quoi, grosso modo, le 14 mai 2019, pardon, je reçois le coup de fil du consulat, le 15 mai, je me mets à écrire. J'ai l'impression de vomir, mais vraiment de vomir en jet. D'ailleurs, j'allais chez mon éditeur et je lui disais, pardon l'expression, mais je dégueule du texte et ça venait comme si quelqu'un d'autre que moi écrivait, quoi. J'étais complètement débordée par l'écriture et c'est allé très très vite puisque le 15 septembre, j'ai rendu quelque chose qui était très très long, qui faisait 500 pages et mon éditeur m'a demandé de couper 150 pages. Donc c'est allé très vite parce que je pense que j'avais accumulé beaucoup de matière et je savais exactement où je voulais aller. Attends, il y avait une autre question, non? Tu me posais une Non, autre c'était ça. Est-ce que tu avais eu des contraintes et comment avait perçu la lecture après de Oui, ta voilà. famille Alors, il y a une grande joie d'écriture, une grande alacrité vraiment dans l'écriture. Et après, mon père, il était exclu pour moi qu'il lise en cours d'écriture. Il n'a pas lu du tout sur épreuve. En revanche, je lui ai fait lire je pense, fin avril. Le texte était BAT, comme on dit. Donc, il allait partir à l'imprimerie. Et alors, je lui ai fait lire, je lui ai envoyé le fichier par mail, tout bonnement parce qu'on était en confinement, que je n'avais pas la possibilité de le voir. On était à 350 km ou 400 km les uns des autres. Et donc, je n'avais pas la possibilité de lui remettre le manuscrit BAT. Ouais. Et surtout, j'avais très très peur d'un truc. Alors ça, c'est vraiment ma névrose qui s'exprime. Hein, c'est que j'avais peur qu'il meure avant de le lire. J'avais peur que mon père meure et n'ait pas le temps de lire ce texte. C'était très important pour moi que mon père reçoive ce livre. Et je pense qu'il a pleuré. Enfin, en tout cas, il m'a dit qu'il avait pleuré. Et c'était très émouvant, en fait, de l'entendre me dire qu'il avait aimé ce texte et que j'avais rendu un hommage à ses parents, à mes grands-parents, etc. Il y a un truc sur quoi il a tiqué. Enfin, ça l'a mis un peu en colère, je crois. Enfin, et ça m'a mise moi aussi en colère. C'est qu'en fait, il n'a pas supporté la manière dont est rédigée ma biographie. C'est-à-dire que dans ma biographie est indiqué que je suis d'origine algérienne. Et ça, il m'a dit, il a eu cette phrase très, très bizarre au téléphone. Il m'a dit, mais enfin, n'importe quoi, nous ne sommes pas d'origine algérienne. Alors, bon, là, j'étais quand même plus qu'étonnée. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu es né en Algérie en 52, tous tes aïeux sont nés en Algérie depuis 500 ans, à Relizane. Et de surcroît, tu as grandi pendant 10 ans en Algérie et sur ton passeport est indiqué né en le 1er juillet 1952 à Relizane, Algérie. Donc pourquoi on ne serait pas d'origine algérienne? Je veux dire, là, c'est quand même très mystérieux. Bon, il était assez en colère de ça, je pense. Et j'ai compris, après, je lui en ai pas voulu, hein, mais je pense qu'il confondait identité et origine. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas identitairement algérienne. Je suis évidemment, mon identité française, peut-être parisienne. C'est très difficile de définir une identité journaliste, écrivain, écrivaine, femme, amoureuse, mère de famille. Enfin voilà, l'identité, elle est multiple. C'est pas la même chose que l'origine. Je pense qu'il confondait les deux trucs. Et par ailleurs, je pense que c'est le poids de ce qu'a été la colonisation qu'il refoule en refoulant l'origine algérienne. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et alors justement, moi j'ai une question à te poser. Quelle est ta part algérienne et quelle est ta part française? Ma part algérienne, elle s'exprime dans le roman, peut-être avec une certaine orientalité. Ma part algérienne, je la porte sur le visage, je la porte dans mes goûts bêtement culinaires.
Je la porte, oui, dans une forme d'orientalité, je pense, dans le fait de toucher les gens, d'être attiré par le sud, par le soleil, par la chaleur, par Camus. J'ai été très marquée toute ma vie, en fait, depuis que je suis en cinquième, par les Noces à Tipaza de Camus, que je lis, relis, et que j'ai découvert, oui, avec une prof de français en cinquième. Ouais, ça s'exprime comme ça, ma part algérienne, je pense, tu vois. Et ma part Alors, française, oui, vas-y, je t'écoute. j'ai lu quelque part que tu avais enlevé le tréma sur le i de El Kaïm. C'est vrai ça? Oui, je le raconte dans le bouquin. Oui, ça, oui, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment vrai, hein, parce que tu aurais pu Alors, je peux même te dire un truc, que tout est vrai dans le roman. C'est la vérité du roman. Mais oui, c'est vrai de vrai. C'est-à-dire que j'ai effectivement, en 2009-2010, entamé une démarche auprès du procureur de la République de Bobigny pour franciser mon nom. C'est-à-dire que notre nom de famille, El-Kaïm, ne s'écrit pas E-L-K-A-I-M. Et il s'écrit de diverses manières. E-L-K-A-I tréma M, E-L plus loin K-H-A-I tréma M. Et j'étais donc agacée, ça veut gênée. dire, ton Pardon? ton refus, il était très profond, parce que d'aller faire une démarche pour franciser un nom, c'était Ouais, je profond, pense quoi. qu'il y avait une forme de refus, refus de la part algérienne, en l'occurrence, tu vois. Quelque chose de très Ouais. étrange, de curieux, avec quoi je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est très paradoxal parce que mes enfants portent mon nom, donc mon nom est le nom de leur père. Donc, tu vois, si j'avais vraiment voulu gommer ce nom, j'aurais donné à mes enfants le nom uniquement de leur père. Donc, il y a quand même une ambivalence de ma part là-dessus. Et alors justement, à la fin du roman, tu écris que Marcel, il avait longtemps cultivé le désir de revenir en arrière. Est-ce que toi, tu aurais ce désir de revenir en arrière et de changer? De changer quoi? Ben, c'est-à-dire que là, ce que tu viens de dire, de effacer ton tréma, de revenir en arrière, Ah, tu voudrais que à nouveau, j'écrive au procureur de la République de Bobigny en lui demandant maintenant, on va arabiser mon nom. non, pas spécialement ça, mais par exemple, ce refus que tu as fait, est-ce que finalement tu le regrettes? Alors, est-ce qu'on peut le regretter, mais est-ce Non, que ça je regrette, t'a... comme dirait l'autre, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Je pense que on est. Enfin, je veux dire, le roman est le fruit de ce refus, de ce refoulement. Et il n'y aurait pas de roman aujourd'hui si j'avais pas réfuté cette partie-là de mon origine. Euh, et il faut se méfier de ceux qu'on refoule, vraiment, parce que quand ça ressurgit, c'est quand même assez violent. Et est-ce que ça a été une bonne thérapie de l'écrire, ce roman, justement? Alors pour moi, le roman n'est pas une thérapie. Je fais une psychanalyse depuis de très nombreuses années, depuis 10 ans. Et je dis des choses sur mon divan à mon psychanalyste qui sont absolument indicibles et qui ne sont pas de l'ordre du roman du tout. C'est de l'ordre de mon roman personnel, intime, mais qui, pour moi, sont dégueulasses, qui n'ont rien à voir avec une construction romanesque. Et c'est, je pense, le fait de faire une psychanalyse me permet justement de me libérer de certaines choses pour pouvoir écrire du roman. D'accord. Et Donc pour toi, l'écriture, c'est pas j'allais dire un pansement, le fait d'expulser des choses. Pour toi, c'est complètement différent. je ne le vis pas Parce comme qu'il y a ça. il y a beaucoup d'auteurs qui disent, moi, écrire, ça me soulage et ça me, entre guillemets, ça me soigne. Toi, Alors, non. moi, ça ne me soigne pas du tout. Non, parce qu'en fait, plus j'écris, plus je me dis, est-ce que je vais être capable d'écrire le prochain livre? Et donc, du coup, ça me met dans une espèce d'angoisse pas possible en me disant, enfin non, mais en fait, voilà. Non, en revanche, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai écrit ce livre. Mais c'était pas un livre thérapie. En fait, je pense que j'avais envie de prendre à témoin le lecteur, donc de faire un livre qui donne envie de lire. J'avais envie que ce livre soit le plus lu possible pour que les gens découvrent quelle a été cette histoire avec l'Algérie, des Juifs en Algérie et de leur arrivée tragique en France en 1962. Parce qu'il y a quand même tout cet aspect-là dont on n'a pas parlé, Oui, oui. qui est Oui, oui. l'arrivée de mes grands-parents, de mon père en France, une arrivée absolument tragique et vraiment où ils n'ont pas été accueillis. Ils ont vécu dans une cave. Enfin bon, bref, voilà tout ce que je raconte, quoi. Mais il y a un personnage, je ne sais pas si on peut dire personnage, mais en tout cas, ta grand-mère a aussi un rôle très important dans ce livre, parce qu'on parle de ton grand-père, mais ta grand-mère est décrite de façon, j'ai envie de dire, terrible, c'est trop fort peut-être, mais c'est quand même un personnage fort, quoi. C'était une forte femme. Alors, il paraît que je lui ressemble, ça me fait un peu peur.
Mais parce que c'était quand même une personne quand même assez acariâtre. Donc quand on me dit que je lui ressemble, je me dis oh là là, au secours. Euh, C'était une femme pas très belle, assez, disons, avec des traits assez grossiers. Et puis c'était une femme qui n'était pas du tout bien dans son corps. Je pense qu'elle a fait un mariage de raison, avec mon grand-père. Elle était âgée, il était âgé, enfin âgé pour l'époque, hein, on s'entend. Elle avait 25 Ouais. ans, 26 ans, lui 10 ans de plus. Il fallait voilà, qu'il s'établisse. Je pense qu'elle n'était pas très heureuse. Je pense qu'elle ne connaissait pas l'amour, en tout cas pas l'amour amoureux, la passion, tout ça. C'était pas leur vie. Leur vie, c'était une vie comment dire, de devoir. Voilà, c'était des gens de devoir. Et ça, moi, c'était des gens assez austères, on va dire, dans leur couple. Et je pense qu'elle était très dure. Et surtout, ils ont eu un différend monumental donc en 61, 62, puisque elle voulait absolument, elle avait peur. Elle avait peur pour ses enfants, elle avait peur pour sa peau, pour la peau des gens qu'elle aimait. Et elle voulait partir en France, elle voulait fuir l'Algérie. Elle détestait Relisane. Elle avait grandi à Tlemcen et à Oran. Et donc, elle était venue à Relisane au moment du mariage avec mon grand-père. Elle n'aimait pas cette ville très, très chaude, étouffante. Et elle veut partir. Et mon grand-père, alors c'est drôle ce lapsus où je dis mon père, hein, parce que j'étais quand même très, très proche de mes grands-parents, enfants. Donc, mon grand-père, lui, voulait rester là-bas. Il voulait rester là-bas jusqu'au bout. Euh, et donc, ce différent entre eux a été très dur à gérer. Enfin, je pense que ça a été très difficile, voilà, pour eux. Enfin, gérer, c'est un mot horrible, mais voilà, ça a été difficile pour eux voilà, de négocier le départ en France. Alors, je vais te demander de montrer ton livre, parce que moi je l'ai qu'en Oui. épreuve, donc je n'ai pas la magnifique couverture. Je voudrais que tu montres, parce que je trouve dans cette rentrée littéraire, il y a quand même quelque chose qu'on voit beaucoup sur les tables, c'est ton livre. Parce que je trouve que cette jaquette est magnifique et je trouve qu'elle apporte beaucoup au livre. Donc est-ce que c'est toi qui l'as choisi, hein, c'est ça, hein, je crois. Alors, en fait, bon, quand on écrit, enfin voilà, on était à la fin des épreuves du livre, hein. Donc il y a des échanges avec l'éditeur sur le titre, sur la quatrième de couvre, ce qu'on va raconter derrière, enfin, voilà. Et, euh, et donc j'ai eu plusieurs propositions de couverture, notamment une proposition de couverture avec une photo de mon grand-père, où il est très très beau avec un chapeau que du coup je l'ai mise sur Twitter pour ceux qui suivent Ouais. mon fil Twitter. Et je l'ai mis sur Insta aussi. Et en fait, ça marchait pas. L'éditeur en voulait pas. On a essayé plein de choses, une couverture rouge, des tissus. Enfin, moi, ça allait pas du tout. Et puis, je reçois cette couverture. Et là, je flash complètement. Ça me rappelle le carrelage que j'ai vu en photo, en noir et blanc, chez Mémé Léla. Léla, c'était la mère de mon grand-père, donc, hein, qui habitait dans le fameux quartier nègre de Relisane. Et je me dis, mais c'est ça la couverture. Bon. Et là, mon éditeur me dit, mais ça va pas, on n'est pas des vendeurs de carrelage, etc. Enfin bref, il a une réaction tout à fait épidermique et stupide. Et je lui dis, bah, ce sera ça. Moi, je voulais ça. Voilà, ce sera ça, j'ai décidé que ce serait ça, donc j'ai fait en sorte que ce soit ça, en convainquant à peu près tout le monde dans la maison d'édition qu'il fallait que ce soit ça. Et bon, comme c'est une personne intelligente, mon éditeur, il a fini par accepter cette couverture. Mais effectivement, je pense que c'est une couverture importante parce qu'elle dit quelque chose. Déjà, Ouais. il y a ce bleu qui est très doux. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent Oui, voient on un la voit bleu bien. très doux. Ouais. J'aime beaucoup, il se trouve que c'est une couleur que j'aime, le bleu. J'aime la mer, j'aime le ciel bleu. Et puis ce carrelage un peu retravaillé, pictural, voilà, en dit beaucoup, je trouve, sur l'intérieur du livre. Alors moi, je voudrais revenir sur la photo de ton grand-père, justement, que tu as publiée, parce que moi qui ai lu le livre avec beaucoup d'attention, quand tu as publié cette photo, ben, je l'ai imaginée complètement comme ça. Donc je trouve que Ah bah tant mieux, ça me c'est bien de... rassure. Ouais, ouais, non, mais c'était vraiment c'était incroyable parce que quand j'ai vu la photo, je dis ah ben ouais, je l'avais bien imaginé comme ça, quoi. C'était tout à fait ça. Donc c'est bien d'avoir aussi des repères parce que je pensais que tu aurais mis à la fin peut-être des fois on le fait ça des petits carnets où il y a des photos, mais là le fait d'avoir publié la photo de tes grands-parents, s'il y a les deux, je trouvais que c'était intéressant Alors, parce que justement on pouvait identifier. j'utilise les réseaux sociaux pour justement mettre des photos pour les personnes que ça intéresse. Justement, on ne pouvait pas faire un petit booklet à la fin en mettant des photos simplement parce que c'est pas une biographie de mes grands-parents. C'est C'est vraiment un vrai. roman.
C'est-à-dire Oui, que c'est vous un allez roman. rentrer dans une vérité romanesque. C'est-à-dire que vous allez être entraîné dans le roman. C'est un roman. Il y a des moments où j'invente complètement parce que je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas avec eux dans leur lit quand ils font l'amour, je ne suis pas avec eux quand ils reviennent en France, etc. Et je me mets dans leur tête. Et ça, c'est du roman. Tu vois? Oui, oui, non, mais ça aurait pu. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir fait parce que du coup, on arrive à J'en ai identifier. plein d'autres encore à publier. Ah, mais J'en ai que j'adore, Frédéric le j'adore premier. parce qu'elle me facilite les choses. Là, c'est génial parce que j'ai une question qui est exactement ça. Une personne qui dit, bah, ok, elle dit que tout est vrai et c'est un roman. Alors, où est-ce que ça n'est pas vrai? Alors, c'est une très bonne question. La vérité, c'est la. Alors, il y a la vérité, la vérité vraie, la vérité des faits, la vérité journalistique, que moi j'expérimente en tant que journaliste, évidemment. Quand on écrit un article, on écrit la vérité. En tout cas, on essaie de s'en approcher un maximum avec une certaine subjectivité. Quand on écrit un roman, on fait en sorte que ce soit vraisemblable. C'est très différent. Donc, c'est la vérité du roman. Donc, tout est vrai, oui. Alors, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme C'est une dame. qui pose la question, mais tout est vrai, oui, parce que c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire de mes grands-parents. Les dates sont vraies. Le mouvement, c'est-à-dire l'enlèvement en Algérie, le rapatriement en France, leur arrivée la première année en France, tout le mouvement est vrai, jusqu'au retour de mon père en Algérie en 2009 et en 2011, dont on n'a pas parlé, Nathalie, mais enfin, les gens découvriront s'ils ont envie. Donc, ce mouvement-là est vrai, ce mouvement historique est vrai, mais après, moi, je reconstruis des choses qui sont romanesques. C'est-à-dire que la vie de mon grand-père en tant que telle est romanesque, mais après, je lui invente des pensées, je lui invente des propos. Quand il discute avec le leader du FLN, Ami Rouche, je ne suis pas dans la boutique d'Ami Rouche à Rolisane avec lui. Donc, je ne sais pas si cette discussion a réellement eu lieu, mais moi, je crois que par le roman, on atteint une forme de vérité qui était là, inconsciente, non dite, qui a pas qui a une épaisseur historique, mais qui a pas de, voilà, il y a pas d'enregistrement de mon grand-père avec Ami Rouge dans sa boutique au début des années 50. Je l'imagine. Ça, c'est du roman. D'accord. Tout ça est explicable, évidemment, mais beaucoup plus facile à entendre quand ce n'est pas sa propre famille. Est-ce que ça a posé des problèmes ou pas à ceux qui ont vécu ces événements et qui disent ah ben non, ça ne pouvait pas être comme ça. Tout à fait. Alors, ça ne pose pas de problème en tant que tel, parce que j'ai une famille adorable et en fait, comment vous dire, donc j'ai échangé énormément avec des membres de ma famille, des vieux oncles, des vieilles tantes, des gens qui ont connu mon grand-père et donc qui ont lu le texte et qui me disent ah mais tu sais Maxime en fait tonton Maxime il était à Tiaret, il n'était pas à Rolisane. Alors donc du coup eux ils voient exactement là où il y a voilà une vérité familiale qui est autre et je les comprends, mais c'est un roman donc je prends parfois des libertés avec la vérité familiale. Alors il y a Anna qui demande est-ce que tu as est-ce que vous avez d'ailleurs, parce qu'elle dit, pardon, je ne vous connais pas du tout, je vous découvre et d'ailleurs je vais lire votre livre. Est-ce que c'est le premier livre où vous abordez l'histoire familiale? Est-ce que dans ce que vous écrivez avant, il y avait déjà ça? Alors c'est le premier, enfin c'est mon 6e roman, c'est le premier roman où j'assume complètement que c'est moi. C'est-à-dire que j'abolis la frontière qu'on met habituellement entre narrateur et auteur. Quand je dis quand je raconte mon histoire, il s'agit bien de moi, Olivia El-Kaïm. Je l'assume complètement. J'avais exploré mon histoire familiale du côté de ma mère, qui est née en Tunisie et qui a vécu elle aussi un exil et une arrivée difficile en France, dans un roman qui s'appelait Nous étions une histoire, et dont je peux regretter 6 ans après l'avoir écrit, 6-7 ans après l'avoir écrit, de pas justement de pas être allé au bout de cette comment dire de ce choix narratif. Voilà, ce choix narratif qui consiste à dire je et bien moi et pas un autre. Il s'agit de moi, Olivia El-Kaïm, et je vais vous raconter mon histoire. Ben ça, je l'ai pas fait dans mon roman qui s'appelait Nous étions une histoire.
Donc, je raconte une histoire. Je ne m'appelle pas Olivia, je m'appelle je crois Anita. Enfin, je ne sais plus. Oui, je crois que je m'appelle Anita dans le bouquin. Nathalie, toi qui as lu le livre, tu t'en souviens. Voilà, tu peux me corriger parce que tu vois, moi, un livre passe, je l'écris, après j'oublie que c'est moi qui l'ai écrit. Et j'oublie même ce que j'ai écrit. Donc voilà, donc j'avais déjà abordé mon histoire familiale dans Nous étions une histoire. Mais je suis, comment dire, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus assumé dans celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, toi qui as lu les deux. Oui. Moi, ça va être complètement personnel. Je trouvais que ça faisait un éclairage sur ce que tu es toi, parce que nous sommes amis, donc on ne va pas le cacher. Et moi, ça m'a apporté un éclairage. On ne va pas en parler là, mais je trouve que ça apporte beaucoup. Oui. Ok, on dira ça en off. Alors, Philippe dit, comment est-ce qu'on fait pour faire des recherches sur sa propre histoire quand il a… Alors, c'est un peu la même question quand il y a des manques, mais pour rester journaliste, rester quand même professionnel sur les recherches historiques, alors qu'on est impliqué et qu'on implique aussi des gens qui sont proches. Après, je ne sais pas, je n'ai pas très bien entendu la question, en fait. Alors, comment est-ce Frédéric, qu'on fait puisque tu as parlé de démarche journalistique, Philippe demande comment est-ce qu'on fait pour enquêter sur sa propre histoire. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile? Comment est-ce qu'on mêle la grande histoire et la petite? Non, mais… Ouais, alors, Philippe, très bonne question. Je ne peux pas être journaliste sur mon histoire familiale. Quand j'aborde le sujet de mon histoire familiale, que je vais voir mon père, mes oncles, etc., je ne suis que romancière. Je peux pas, c'est trop émotionnel, tu vois. Quand je suis journaliste. Pourtant, je fais des sujets très, très, très difficiles en tant que journaliste. J'ai fait des reportages en soins palliatifs. J'ai fait des reportages auprès de personnes cérébro-lésées, très lourdement handicapées. Donc, des reportages qui m'impliquent du point de vue de l'émotion, mais c'est comme si j'avais une carapace de journaliste qui me permet justement que l'émotion ne prenne pas le pas sur l'écriture. Là, j'étais complètement dans l'émotion familiale, l'émotion historique, etc. Mais je pense qu'en fait, il y a deux démarches. Quand tu es journaliste, tu écris les yeux ouverts, les yeux grands ouverts. Quand tu es romancière, tu écris les yeux fermés, en regardant à l'intérieur. Donc, j'écoute les gens, je note des choses qu'on me dit, que ma famille me dit, et puis ensuite, je ferme les yeux et voilà, et je laisse émerger un texte romanesque. C'est vraiment deux démarches très différentes. Ah, ben alors si tu écris les yeux fermés, moi j'ai une question. Tu écris à l'ordinateur ou à la main? Alors, les deux, j'ai la passion carnet. J'ai une passion carnet. J'ai des dizaines de carnets. Donc là, il y en a 5 pour donc ce qui s'appelait Se réconcilier et qui est devenu donc le tailleur de Relisane. Il y a 5 ou 6 carnets. Et donc, je prends beaucoup de notes, des bouts de phrases, des idées sur les personnages, sur la narration, sur l'arc tendu entre le début et la fin. Je prends des notes et puis je réutilise ces notes ensuite à l'ordinateur. Donc, le jet quand même d'écriture est essentiellement à l'ordinateur, à 95%. D'accord. Est-ce que le livre suivant vient tout de suite quand le précédent est rendu? Non, pas du tout. Ou Non, mais pas du tout. Non, mais tu n'imagines pas l'angoisse. C'est-à-dire que ça va durer comme ça 2 ans où je vais me dire je ne suis plus écrivain du tout. Oui. Non. J'ai des phases complètes de non-écriture romanesque. C'est-à-dire que j'écris tout le temps parce que je reste journaliste et que je publie plusieurs articles chaque mois, chaque semaine. Mais non, en fait, pas du tout. Parfois, j'ai des phases de plusieurs mois sans écrire du tout, voire 1 an ou 2 ans, tu vois. Donc non, je ne sais pas du tout ce sur quoi j'ai travaillé après. Même peut-être que c'est mon dernier livre, j'en sais rien. Ça, à chaque fois, nous le dit, ça. Alors, justement, Caroline disait, est-ce qu'on écrit, comment ça se fait, le fait de passer de l'écriture journalistique, qui n'est pas la même, ça sent le vécu d'ailleurs, à l'écriture romanesque, l'écriture d'un livre, comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, c'est mystérieux.
Mais c'est clair que c'est pour moi deux écritures très différentes. Mais pourtant, je suis la même personne. Je suis pas modifiée. Je suis pas différente quand j'écris l'un et l'autre. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me mettre en disposition d'écriture romanesque. C'est-à-dire, j'ai deux enfants petits, un boulot au journal. Et quand j'écris, je me pose pas la question est-ce que je suis journaliste, est-ce que je suis écrivain? J'écris mon texte. Mais la mise en écriture, voilà, je me dis pas tiens, j'écris mon roman. J'écris mon roman, c'est tout. Voilà. Et je sais pas trop comment se fait le passage de l'un à l'autre, mais en tout cas, c'est très naturel. D'accord. Le déclenchement, alors je ne sais pas le prénom de la personne parce que c'est sous un mail, pas un mail, mais un nom très générique. Donc, pardon de ne pas savoir le prénom. C'est quoi le nom générique? Non, il y a des personnes qui viennent sous le nom un endroit où aller, donc du coup, je ne peux pas savoir comment elle s'appelle. Mais c'est une personne qui demande en fait qu'est-ce qui a été le déclencheur de ton premier roman? Du tout premier roman? Oui. Alors, écoute, c'est drôle parce que, je vais répondre. J'avais écrit un tout premier livre en 2002 qui n'a jamais été publié, qui n'a pas trouvé d'éditeur. Bon. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'écrirai plus jamais, toujours pareil. Je ne suis pas écrivain de toute façon, je suis nulle. Bon. Et un jour, je suis à l'époque journaliste dans un journal qui s'appelle Affreux. C'était affreux parce que c'était tellement loin de ce que je suis en vrai, mais j'ai fait ça. Je travaillais au journal Capital. Bon. Et je suis envoyée au château de Chambord, dont un des planchers, dans une salle à Chambord. Ils n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour les monuments historiques. Il y a un plancher qui s'effondre. Et je suis envoyée en reportage là-bas. Et je suis accueillie par la conservatrice, absolument adorable, qui me fait faire un tour du château seule, avec elle. Donc vraiment la joie de découvrir un monument dans ces conditions. Et je vois sur les murs que les murs sont maculés de graffitis. Et j'ai un choc. Franchement, j'ai un choc esthétique. Je vois des graffitis qui datent du XVIe siècle, du XVIIe siècle, très, 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 très vieux, des graffitis qui datent de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, tout type de graffitis. Et je sors de ce rendez-vous. J'étais avec un ami à qui je dis mon prochain roman s'appellera Les graffitis de Chambord. Et voilà. Et c'est comme ça. Il était pas mal celui-là aussi, hein, je trouve. Il était assez intéressant. Pas mal, ce n'est pas assez. Wow, oui, bon, d'accord. Non, mais non, je plaisante. C'est très très loin pour moi. C'est très très loin parce que c'est. Alors c'est marrant parce que ça convoque un souvenir, c'est que Marcel était vivant quand ce livre est sorti, quand mon premier roman est sorti. Marcel était vivant et il était en maison de retraite avec ma grand-mère Viviane. Cette maison de retraite à Roquefort-la-Bédoule dont je parle à la fin de mon roman Le Tailleur de Viviane. Et il était très fier. Et il se baladait dans la maison de retraite avec les graffitis de Chambord en disant c'est ma petite fille, c'est ma petite fille. Et voilà, quand j'ai le souvenir de ça, ça me fait hérisser les poils sur les bras. Voilà. J'ai une petite émotion. Voilà, en pensant à lui. Voilà, je n'ai plus de questions. Enfin, en tout cas pour l'instant. Voilà. Ton père était si fier de ton premier roman, il se promenait partout avec. Donc, d'accord, voilà. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui étaient fiers de toi, apparemment. Bon. Ah oui, mon père, oui, sans doute que mon père en bon oriental, à mon avis, doit parler de mon livre partout. Mais bon, c'est bien d'avoir le soutien de ses proches quand on écrit, parce que c'est quand même assez difficile. Oui. C'est vrai que moi j'ai trouvé que moi j'attendais ton livre avec impatience. J'avais trouvé déjà que dans le précédent il s'était passé quelque chose littérairement parlant. Et là je trouve que tu avais choisi en plus un sujet, c'est un peu casse-gueule d'écrire sur sa famille, mais je trouve que le rendu et l'aspect littéraire est là. Et je trouve qu'il y a encore un cran qui a été franchi dans ton écriture. Et moi j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Donc je voulais aussi te remercier et te le dire devant tout le monde. Merci. C'est gentil d'aller trop gentil, mais le problème c'est que plus dur sera la chute. C'est ça qui m'inquiète. Quand tu montes, tu grimpes, tu progresses, après tu ne peux que dégringoler. Non. Oh, mais quelquefois c'est intéressant de raconter la dégringolade. Oui, aussi. Exactement. Voilà, moment, ce sera la dégringolade.
En tout cas, je voudrais dire à tous les gens qui nous ont écoutés ce soir qu'il faut aller soit à Issy-les-Moulineaux, à la librairie Gutenberg ou dans toutes les librairies de France et de Navarre, acheter le livre d'Olivier Alcaïm qui est sorti chez Stock le 20 août qui s'appelle Le tailleur de Relisane. Moi, je suis allée voir où se trouvait Relisane d'ailleurs sur une carte que je ne savais pas du tout. Et vous dire que, avant de dire au revoir à Olivia, qu'on se retrouvera lundi pour une soirée spéciale maison d'édition avec les éditions Le Dilettante et ça sera à 19h. Olivia, je voulais vraiment te remercier d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce roman magnifique que vraiment je vous conseille de lire. Tes grands-parents, ton papa, la guerre d'Algérie, tout ça. Mais on n'a pas voulu trop dévoiler, mais lisez-le parce que vraiment vous allez aussi apprendre des choses. Encore un grand merci à toi d'être Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup et gros bisous. Merci. Bonne soirée. Bye bye.